Je voudrais surtout poser une question à Madame Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo, qui a quitté précipitamment la France parce qu'elle a refusé de s'expliquer devant un juge qui n'avait d'intérêt que de comprendre comment elle a pu acheter cet appartement et comment elle finance l'entretien de cet appartement, comment elle fait face aux charges de cet appartement. Mais Madame Antoinette Sassou Nguesso, je voudrais vous poser une question. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez un peu de sentiment de culpabilité? Est-ce que vous méditez sur la façon dont, sincèrement, et ça, je ne demande pas une parole officielle, mais sincèrement, au plus profond de votre cœur, la petite voix qui vous dit, Antoinette, comment tu as acquis ce bien au détriment de combien de vies des Congolais qui n'iront pas à l'école, qui n'auront pas de soins médicaux, qui n'auront pas à manger. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez un petit sentiment de culpabilité en disant, tiens, en France, on vient de faire la démonstration que je suis voleuse, que j'ai volé l'argent public. Et dans l'avion qui vous ramenait à Brazzaville, dans quel état étiez-vous? Vous étiez dépressive, souriante, triste? Quelles étaient vos émotions? Quelles émotions vous traversez en ce moment-là? Et aujourd'hui, quand vous vous regardez dans un miroir et que vous regardez les lamentations des Congolais qui souffrent, vous vous dites quoi au plus profond de votre cœur? Vous semble-t-il qui avez bénéficié des enseignements, semble-t-il, de Simon Kimbangu, ces grands êtres qui a tant travaillé pour son peuple, et vous, travaillez-vous pour le vôtre? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous allez maintenant dire à votre mari? Chérie, quand j'ai appris que j'ai été convoqué, voilà mes émotions, voilà les émotions qui m'ont traversé. Quand je suis monté dans l'avion, on peut parler d'une opération d'exfiltration. Si vous ne comprenez pas le mot, votre mari, et c'est un militaire, et ce sont les militaires qui font souvent des exfiltrations. C'est-à-dire, il faut vite vous exfiltrer. En ce moment-là, pendant que vous prépariez votre sac, il fallait tout prendre, peut-être que vous avez même oublié quelque chose qui vous tenait à cœur, mais c'était top chrono, il faut vite partir parce qu'à n'importe quel moment, on ne sait pas s'il y aura un mandat d'amener. Est-ce que ce genre d'événement, quand vous traversez un tel événement, vous restez la même ou vous changez? Seuls ne changent pas. Les événements, les crises qu'on traverse dans la vie, ça nous change. Une maladie, ça change. Vous savez, en France, on rejetait le sida. Personne ne croyait au sida en France parce que c'était considéré comme une maladie des homosexuels et des drogués. Mais vous savez comment on a pris conscience que, attention, là, il y a un problème. C'est parce que des universitaires, des grands intellectuels de renommée internationale français sont morts du sida. Et là, on a dit, c'est pas possible. Et j'ai fait le cours de sociologie de la santé quand j'étais à l'école d'éducateurs spécialisés. Et c'est ce que le formateur nous disait, qu'en France, oui, on a négligé le sida jusqu'à ce que des grands hommes et surtout des grands intellectuels, des gens qu'on respectait, sont tombés dans cette maladie-là. Ça a été l'électrochoc. Vous voyez? Ils nous ont cité même des exemples des grands hommes qui étaient insouciants et dans les témoignages qu'ils faisaient à leurs médecins, à leurs psychiatres, à leurs psychologues, parce que c'est aussi un changement d'état d'être psychologique. Ils disaient, le jour où on m'a diagnostiqué le cancer, j'ai changé. Je n'étais plus la même personne. Donc, quand on vit un tel événement, Madame Antoinette Sassou Nguesso, on ne peut pas en sortir indemne. Vous êtes la première dame du Congo. Vous avez fui comme une voleuse en France. Vous avez fui comme une voleuse. Et ça, il faut que votre conscience travaille là-dessus et que vous puissiez changer la conscience de votre mère.
Bonjour, chers téléspectateurs de R7. Merci d'être toujours aussi nombreux pour notre chronique de R7 présentée par Didier Mouini Ivolo, votre humble serviteur. C'est lui qui prend toujours plaisir d'échanger avec vous sur les sujets qui concernent l'actualité de notre pays, mais aussi l'actualité mondiale lorsque c'est nécessaire. Mais ce qui est important pour nous au niveau du CRC, c'est vraiment, en tout cas au niveau du Congrès pour la Renaissance du Congo, c'est se focaliser principalement pour notre pays, puisque, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, c'est une réflexion au niveau du CRC que nous menons sur notre Congo, sur notre pays, mais qui s'élargit aussi au niveau des pays voisins, de la sous-région, au niveau de toute l'Afrique et au niveau mondial, puisque vous le voyez vous-même, l'actualité mondiale nous invite aujourd'hui à faire toujours ce lien entre le niveau local et le niveau international. Aujourd'hui, je souhaite proposer à la chronique un thème en lien. Alors, je vais prendre l'expression la plus connue depuis longtemps, c'est autour des biens mal acquis, puisque nous avons appris dans la presse, ça a créé de grands mouvements, en tout cas de gros commentaires sur la toile. Je pense que si je ne me trompe pas, le ministre Ngakoso a convoqué, je crois, l'ambassadrice de France au Congo, mais c'est des gens, ce sont des ambassadeurs, des ambassadrices qui sont très formés, outillés, préparés pour ce genre d'exercice, il n'y a pas de doute. Donc, pour s'expliquer, pourquoi la première dame du Congo a dû fuir précipitamment la France parce que elle a été convoquée par le juge au sujet de ce dossier qu'on appelle les biens mal acquis, en tout cas au niveau entre le Congo et la France. C'est-à-dire que les juges français supposent que certains responsables africains, congolais notamment, détournent l'argent public et l'utilisent dans l'acquisition de biens, ce qu'on appelle donc les biens mal acquis. Mais c'est un sujet qui tient à tendre les relations entre notre pays, le Congo-Brazzaville et la France. Donc, j'aimerais échanger avec vous, sans aller forcément dans le fond du sujet, mais vous donner des éléments de compréhension, des éléments d'analyse pour que chacun puisse comprendre ce qu'il se passe et comment sortir. Et c'est ça qui est bien au CRC. Au CRC, nous avons toujours l'avantage de donner à la fin des méthodologies de travail pour qu'on s'en sorte de cette galère de biens mal acquis. Alors, les biens mal acquis, je ne pourrais pas dater de quand ça commence, mais n'empêche que à un moment donné en France, on se rend compte que certains responsables africains, certains responsables politiques à la tête des États africains sont en train d'acquérir des biens matériels. Hein, c'est pas des biens immatériels, c'est des biens matériels, notamment les maisons, principalement les maisons, des voitures, des objets de luxe, des montres, des bijoux. En tout cas, ils sont en train d'acquérir un patrimoine immobilier, un patrimoine matériel en France, et il semblerait que ce patrimoine est en inadéquation. Il n'y a pas de lien avec leurs revenus déclarés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que lorsqu'il y a des enquêtes par rapport à l'enrichissement illicite, mais qu'il s'agisse d'un Français ou d'un Américain, d'un Chinois, d'un Russe, d'un Sud-Africain, d'un Congolais, d'un Ghanéen. Si vous suivez la presse internationale, il y a une ministre ghanéenne qui a démissionné, qui est poursuivie par la justice ghanéenne au motif qu'il y a eu, on a découvert chez elle une somme d'argent qui ne correspond pas à ses fonctions de ministre, qui ne correspond pas aux déclarations de richesse qu'elle a pu faire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, il y a une enquête en Afrique du Sud, parce que le Ghana, l'Afrique du Sud, c'est des justices indépendantes. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Il y a eu
2 ou 3 cambrioleurs dans la résidence privée de Cyril Ramaphosa. Ils arrivent à voler ce qu'ils voulaient, mais sauf qu'ils tombent sur des sacs d'argent et ils sont séquestrés par, comment on appelle ça, les gardes qui étaient là. Mais au final, la police et la justice se rendent compte que dans cette maison, il y avait des quantités d'argent en espèces qui ne correspondent pas aux fonctions présidentielles ni au travail de Cyril Ramaphosa. Donc, si vous vérifiez sur la presse sud-africaine, il y a ce sujet qui est au tribunal. Donc, le sujet de bien mal acquis entre le Congo et la France, c'est surtout qu'en France, nos responsables, donc Antoinette Sassou Nguesso, la famille de Denis Sassou Nguesso, ses enfants, sa belle famille, des fois dans les enquêtes, on cite soit ses beaux-fils, soit ses belles-filles, qui ont des richesses en France qui ne correspondent pas aux revenus qu'ils ont. Il faut savoir, et ça, je vous le dis, en France, lorsque vous achetez un bien, même si c'est en secret, on imagine quand ils les achètent, c'est en secret, vous devez fournir dans le dossier d'acquisition de biens, notamment la maison, en tout cas principalement un appartement ou une maison, vous fournissez les justificatifs de vos revenus, vous fournissez le justificatif d'emploi, c'est-à-dire le contrat de travail, ce que vous faites, mais aussi vos fiches de paye. Vous donnez aussi les relevés des comptes bancaires, c'est-à-dire que est-ce que vos comptes bancaires justifient des entrées régulières suffisantes pour faire face à l'achat. On vérifie l'origine des fonds pour que l'achat de la maison ne serve pas au blanchiment d'argent. Parce que on peut récupérer l'argent public, on peut récupérer l'argent, mais avant même l'argent public, c'était souvent l'argent du grand banditisme. On sait très bien que le grand banditisme, les trafics de drogue, des armes et autres, eh ben, quand ils veulent blanchir l'argent, ils vont, entre autres, si ce n'est pas principalement, le blanchir dans l'immobilier. L'immobilier, c'est vraiment un grand réseau de blanchiment d'argent. Et vous avez, par exemple, beaucoup de pays, certains pays européens, beaucoup de pays en Asie, qui font ce genre de business, par exemple, avec les manias russes. Si vous achetez une maison d'une valeur de temps, on peut vous donner le passeport. Donc, vous avez des pays qui, par exemple, utilisent le passeport contre l'achat de maisons. Donc, l'immobilier, vraiment, c'est un secteur où on risque d'avoir beaucoup de blanchiment d'argent. Vous avez aussi le secteur des travaux publics, le secteur du commerce. Le commerce, par exemple, lorsque on utilise beaucoup d'achats en espèces, et d'ailleurs, c'est pour cela que dans des pays développés, lorsque vous devez acheter des biens, à partir d'une certaine somme, il est interdit d'acheter en espèces. Vous ne pouvez acheter qu'avec un chèque, soit un virement, ou soit avec la carte bleue, pour qu'il y ait de la traçabilité et on se préserve du blanchiment d'argent. Donc, dans le cas de nos responsables, il y a eu cette suspicion que les responsables congolais, au regard des biens qu'ils ont en France, en plus des biens qu'ils détiennent déjà au Congo, parce que c'est ça aussi le problème. Quand on voit leurs revenus, rien que les biens qu'ils ont au Congo, les revenus qu'ils déclarent ne justifient pas l'acquisition de ces biens-là. Comment ils peuvent avoir des biens largement supérieurs à leurs revenus quand on sait que sur le plan national, par exemple, regardez qu'ils vous disent dans quelle banque ils ont pris de crédit pour réaliser, en tout cas, ces affaires immobilières. Ils n'ont pris le crédit nulle part. Or, comment, avec seulement leur salaire, est-ce qu'ils ont des épargnes? À combien s'élève leur épargne pour justifier que j'ai travaillé pendant tant d'années, je gagnais telle somme que j'épargnais et cela m'a fait, en tout cas, une trésorerie qui m'a permis d'aller acheter comptant ou de construire sans faire appel au crédit. Et là, j'en appelle aux économistes, aux spécialistes. On a un département de sciences économiques. Les étudiants de troisième année, de maîtrise, de master peuvent être invités par les journalistes pour expliquer
comment on peut réaliser, comment un citoyen, soit-il président de la République, ministre ou un simple salarié, comment peut-il réaliser une opération immobilière? Vous pouvez demander aux agences immobilières qui s'occupent des transactions de vente et achat en immobilier, qu'ils viennent vous expliquer comment ces transactions se passent. Vous pouvez demander au notaire. Christelle Denis Sassou Nguesso est clair le notaire. Donc, posez-lui la question. Lorsqu'il travaille avec un notaire qui doit sécuriser une transaction immobilière, quels sont les dossiers à fournir? Et donc, comment font les responsables congolais pour acheter des maisons ou construire des maisons au Congo? Parce qu'au Congo aussi, il y a la problématique des biens mal acquis. Vous avez toutes les anciennes dépendances de l'État, toutes les anciennes propriétés de l'État. Vous avez des notaires au Congo qui peuvent venir dans ce genre de dossier où Antoinette a fait pour expliquer aux Congolais comment se font les transactions immobilières. Vous avez toutes ces propriétés de l'État qui sont maintenant les propriétés des dignitaires politiques au Congo, mais il faut qu'on vous explique, avec transparence à l'appui, documents à l'appui, comment ces propriétés de l'État sont devenues propriétés des simples citoyens. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible. Si, aux États-Unis, en France, partout, l'État peut se séparer de certains biens immobiliers devenus inutiles dans son fonctionnement. Ça, c'est tout à fait logique. Mais comment cela se passe? Qui les rachète? Comment il a racheté? Il a eu l'argent où? Et sans faire une pirouette, mais on a ce sujet de notre société d'électricité où un individu vient de l'étranger et trouve 40 milliards, je ne sais plus dans quelle poubelle il a ramassé ces 40 milliards et fait semblant de racheter une partie de E2C et faire croire aux gens que c'est un homme d'affaires. Donc, il y a une vigilance, il y a une transparence dans les transactions financières, incluant l'immobilier, pour que les citoyens sachent si on n'est pas en train de voler leur argent. Mais cette histoire des biens mal acquis, ça vient aussi du fait que au niveau de la Banque mondiale, en tout cas au niveau de la Banque mondiale et des institutions financières internationales comme le Club de Londres, de Madrid, de Paris, les banques centrales, notamment la Banque centrale française, la Banque centrale européenne, aux États-Unis, au niveau de l'ONU, on s'est rendu compte que chaque année, à peu près entre 15% et 30% de l'aide publique au développement sont détournés dans des pays bénéficiaires et par des mécanismes financiers très opaques et difficiles à suivre. Et cet argent se retrouve encore en Europe, retourne en Europe, notamment en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, et il y a une pirouette qui est faite pour que cet argent soit blanchi dans des transactions immobilières. La Banque mondiale dénonce le détournement de l'aide dans les pays en développement. Dans les 22 pays les plus dépendants, l'aide financière est accaparée par les élites, et l'argent part vers les paradis fiscaux. Au profit des paradis fiscaux. Il faut dire que l'étude n'y va pas par 4 chemins. Pour les 22 pays les plus dépendants de l'aide de la Banque mondiale, les versements de ces aides coïncident avec des hausses significatives des dépôts dans les paradis fiscaux. L'étude chiffre même cette fuite. Pour une aide équivalente à 1% du PIB, les dépôts dans les paradis fiscaux progressent de 3,4%. Et ces dépôts sont nuls dans les pays qui ne sont pas des paradis fiscaux. Si d'autres interprétations sont possibles, relativisent les auteurs de l'étude, cela suggère une évasion sur des comptes bancaires privés dans ces paradis fiscaux. Ces transferts d'argent dans les paradis fiscaux ont aussi valeur d'aveu, selon les auteurs. Ces placements dans des pays peu exigeants sont le signe de gains illégaux mis discrètement à l'abri. Au premier rang, les pays africains. 19 de ces 22 pays sont situés en Afrique. Et les dépôts annuels dans les paradis fiscaux représentent de coquettes sommes dans certains États. Ainsi, affirmer que les placements en offshore sont fatalement liés aux classes dirigeantes, au regard de la faible bancarisation des pays, est un peu rapide, même si cela est pertinent.
Les plus pauvres dans les pays en voie de développement n'ont même pas un compte en banque, et c'est totalement impossible qu'ils puissent contrôler les transferts d'argent vers les paradis fiscaux, disent les auteurs. Évoquer la corruption comme étant un frein au développement et un crime largement partagé en Afrique n'est pas une nouveauté. Qu'elle soit largement alimentée par l'aide internationale pose une question. Faut-il suspendre ces aides pour lutter contre la corruption? Publié le 21 février 2020 par Frosinfo. Et chaque année, c'est à peu près 20 à 40 milliards de francs CFA. Souvenez-vous, lors d'une chronique, je vous ai dit que Donald Trump annule les 20 milliards pour l'Afrique. Ce n'est pas grave, mais vous avez un travail à faire autour de la lutte contre la corruption, et notamment la corruption des agents publics et des responsables politiques à la tête des États, qui ferait que très vite, on peut récupérer de quoi investir et emmener notre pays vers le progrès et le développement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas impossible. Je prenais l'exemple de la RDC. La RDC, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. J'étais étudiant en politique internationale et c'est ce que je lisais dans les écrits, dans les rapports internationaux et j'étais mais vraiment sidéré. La RDC perd chaque année pas moins de 100 milliards de francs CFA dans la corruption. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Et je vous parle des années 97-2000 où je suis étudiant au département des relations internationales. Mais imaginez aujourd'hui, mais on est peut-être passé de 100 milliards à 150, voire on avoisine les 200 milliards par an qui n'entrent pas dans les caisses de l'État RDC, alors que la RDC a besoin de cet argent. Donc, plus même de lutter contre les Koulouna, mais il faut lutter contre les bandits à col blanc, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui occasionnent la corruption et les fuites des capitaux qui n'arrivent pas dans les comptes publics. Donc, pour rester dans le cas de notre pays, c'est la même chose.
C'est la même chose. Donc, ne voyez pas le sujet d'Antoinette comme un sujet, comme je l'entends, chez certains non-initiés, que oui, mais de quoi la justice française s'en mêle? Denis Sassou Nguesso parle de la non-ingérence. Oui, il a raison. En droit international, la souveraineté nationale suppose qu'on ne s'ingère pas dans les problèmes des États, sauf si l'État dont il est question génère lui-même les conditions pour lesquelles on puisse s'ingérer dans ces problèmes. Si Antoinette n'avait pas cette maison, cet appartement en France, au nom de quoi on l'aurait convoqué pour être auditionné? Si la famille Sassou Nguesso n'avait pas ces richesses-là en France, pourquoi en France on parlerait des biens mal acquis? La famille Sassou Nguesso, en ma connaissance, n'a pas de biens en Centrafrique. Donc la justice centrafricaine ne s'intéresse pas à cette famille. La famille Denis Sassou Nguesso n'a pas des biens immobiliers au Kazakhstan ou je ne sais pas moi, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Il faut encore vérifier, on ne pense pas. Et donc, dans ces pays, on n'a pas des dossiers contre la famille présidentielle au titre des biens mal acquis. Il y a eu des dossiers aux États-Unis. Mais pourquoi? Mais parce que Christelle a eu une maison aux États-Unis. Et qui lui a dit d'aller acheter la maison aux États-Unis en ignorant les lois de ces pays-là? Ils ont des problèmes en Espagne et au Portugal. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont des biens là-bas. Et donc, forcément, à un moment donné, ces pays ne supportent plus ces hommes politiques, soient-ils africains, qui détournent l'argent public de leur pays pour venir s'acheter des biens. Et pourquoi on dit qu'ils les détournent? Parce que quand eux, ils achètent des biens, ils déclarent les revenus qui ne sont pas à la hauteur des biens qu'ils achètent. Voilà le vrai sujet. Denis Sassou Nguesso, je me souviens, si vous pouvez retrouver ça dans la presse, si c'était archivé, lorsqu'on lui pose la question, et d'ailleurs c'est lui-même qui donne la réponse, quand on lui pose la question du tout premier appartement, il dit « J'ai acheté cet appartement dans les années 1970 lorsque j'étais fonctionnaire dans l'armée congolaise. » Question, quel est le niveau de galon d'un militaire congolais en 1970 pour avoir les moyens de financer sa vie au Congo-Brazzaville et en même temps d'épargner pour acheter comptant un appartement à Paris. À Paris, je ne parle pas d'un petit village français. Et quel niveau de revenu il a déclaré pour qu'une banque française puisse lui prêter l'argent s'il a fait un crédit? Il ne peut pas. Alors, il faut savoir que tous ces biens, il n'y a pas de trace des crédits réalisés dans une banque française parce que de toute façon, demandez ceux qui habitent en France, aux États-Unis, en Angleterre, vous ne pouvez pas acquérir un bien, sauf si vous avez épargné. Ça suppose qu'on va vérifier l'origine des fonds que vous avez épargnés. Lorsque vous êtes simple employé et que vous arrivez à économiser 20 000 euros chaque an de vos revenus, ça suppose que vous en gagnez 4 fois plus. Parce que, au regard de l'impôt sur les revenus, le financement de votre vie au quotidien, la taxe foncière, l'énergie, les charges incompressibles, il est très difficile de dire que moi, j'arrive à épargner 10% de mon salaire. Et quand on voit les salaires qu'on nous paye, même quand on est cadre, c'est des salaires pour financer sa vie et peut-être acquérir un bien via le crédit. Mais si on dit qu'il faut épargner l'équivalent du crédit, ça suppose que vous êtes locataire, vous payez un loyer de 700 euros à 1000 euros, voire plus, et épargner encore 700 euros à 1000 euros pour acheter comptant un jour. Ça, demandez aux économistes, demandez aux spécialistes de l'immobilier, ils vous le diront. Or, lui, Denis Sassou Nguesso dit, en 1970, dans les années 70, or, Denis Sassou Nguesso n'arrive ministre délégué à la Défense qu'en 1974, sous Mariam Gwabi. Et comment le ministre, à cette époque-là, achète déjà un appartement à Paris. Et je pense même qu'il devait être le seul. Donc, ce sujet qui risque d'empoisonner les relations, c'est le sujet qui va empoisonner les relations entre Denis Sassou Nguesso et la justice française, mais jamais entre la France et le Congo, parce qu'en France, on n'intervient pas dans les procédures judiciaires. Voilà. On n'intervient pas, et lorsque les procédures sont engagées, évidemment, ça suit son cours. Donc, aujourd'hui,
Lorsque vous regardez le Congo, notre pays, le Congo, notre pays, a une richesse incommensurable. Nous sommes un pays qui exporte le pétrole, ce qui fait au moins les 2/3 de notre richesse, près de 80% des recettes d'exportation. Mais le Congo exporte aussi le gaz naturel liquéfié. Il y a aussi le fer. Nous avons des minerais de fer, de potasse, de bauxite, de cobalt, de l'or, même si l'exploitation reste encore artisanale, mais il y a des projets. Nous, on entend que le gouvernement qui parle des projets d'industrialisation de la production. Il y a des contrats qui sont signés, on ne sait pas comment. Et donc, il y a de la richesse produite au Congo. Mais le Congo produit encore quoi? Le Congo produit aussi du ciment qui est exporté, le bois de construction, le bois d'ouvrage, du sucre, du savon, de l'huile de palme, de la farine. On a une industrie de cigarettes, on a une industrie, on a des brasseries au Congo, et on peut ajouter aussi toute l'industrie autour de l'énergie, notamment l'eau et l'électricité. Mais dites-moi, qui connaît les statistiques dans chacune des structures que je viens de citer? J'en ai peut-être oublié d'autres. D'ailleurs, oui, j'ai oublié le Congo exporte aussi le cacao, le café, le diamant. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est que toute cette richesse, où va-t-elle? Le Congo reste pauvre, les Congolais sont pauvres. On ne sait pas, chaque secteur que je viens de citer, il y a combien d'emplois créés, les emplois directs, les emplois indirects, mais chaque année aussi, le pétrole crée combien d'emplois au Congo? Pétrole et gaz naturel, combien d'emplois chaque année? Quelles sont les exigences de l'État congolais vis-à-vis de ces entreprises-là? Parce que c'est des entreprises qui prennent notre matière première, mais ils s'engagent à faire quoi dans notre pays? Ne serait-ce qu'en termes de création de l'emploi et de sortir les Congolais de la misère. Parce que quand quelqu'un travaille et qu'il a un salaire régulier et décent pour vivre, eh bien, il peut s'occuper de sa famille. Combien ces entreprises font entrer dans la comptabilité publique au titre de la fiscalité des entreprises? Quelle richesse ces entreprises nous ramènent? Les brasseries, la cigarette, la farine, le savon, l'huile de palme, le sucre, le bois, combien dans la comptabilité publique? Ça, c'est des choses que nous ignorons, que nous ne savons pas, mais en même temps, vous avez une population pauvre qui fait face à un pouvoir immensément riche. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu, Wilfried Nguesso, a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. On vous parle des dragons ou des tigres en monnaie. On ne sait pas il a créé quelle monnaie et au nom de quoi il bénéficie de ce titre-là. On vous parle des titres des gens, des patrons. Nous avons un patronat, mais le patronat doit
éclairer les Congolais sur les entreprises au Congo, comment ces entreprises-là fonctionnent. Parce qu'on a l'impression que ces entreprises sont utilisées pour faire fuir les capitaux congolais. Et nous avons aussi le commerce intérieur et le commerce extérieur. Combien ça rapporte à la comptabilité publique et qui sont ceux qui travaillent dans ce secteur-là? Ce serait quand même intéressant de les connaître et de discuter avec eux pour que l'on sache comment fonctionnent les choses dans notre pays. Ceci étant, il y a quelques jours, Madame Antoinette Sassou Nguesso a été convoquée pour s'expliquer sur comment elle a fait pour avoir cet appartement. Mais je vous laisse regarder ces quelques vidéos sur cette histoire de bien mal acquis dont on nous parle depuis longtemps et nous poursuivons notre chronique. La portée de cette décision? Oui, bien sûr, plusieurs portées. Première chose, c'est que cette décision constitue la première brèche judiciaire dans l'histoire qui permet d'envisager sérieusement des poursuites et puis après un procès de ceux qui, à leur profit, cyniquement, appauvrissent leur pays depuis des années. Et permet également d'envisager la restitution au profit des populations qui en ont été gravement privées des biens qu'on appelle les biens mal acquis. Deuxième portée, c'est qu'elle consolide le droit des associations, des grandes associations anticorruption, mais ça peut être demain des associations qui se préoccupent du droit de l'environnement, de provoquer des investigations lorsqu'elles ont en face d'elles un parquet dont l'inaction coupable et fautive est criante, un parquet qui, comme dans ce dossier, alors qu'il avait comme le nez au milieu de la figure les preuves des détournements, voit les trains passer, classe sans suite, et enfin ça a une troisième portée, et là je pense à tous nos amis africains, c'est que ça consolide tous ceux qui en Afrique, parfois au péril de leur vie, militent inlassablement et obstinément, et bien souvent vainement, pour plus d'intégrité et plus de probité de leurs dirigeants, que ce soit à Libreville ou ailleurs. Est-ce que vous craignez des pressions diplomatiques? Dans ce dossier, on racontera dans un livre, il y a déjà eu un certain nombre de pressions d'intimidation. Moi-même, j'en ai subi. Plus grave encore, des militants africains ont subi de très graves menaces. Je pense que c'est une décision qui protège plutôt ceux qui pourraient être menacés. Maintenant, si cette décision et les investigations à venir font bouger les lignes de la France-Afrique et perturbent l'agenda de ces petits messieurs dont la logique de clientélisme en permanence participe de l'appauvrissement de ces populations, je crois sincèrement que personne ne va s'en remonter. Concrètement, l'objectif, c'est la restitution de ces fonds présumés détournés? Alors d'abord, il faut se souvenir que l'enquête de police, qui avait été effectuée en 2007, avait déjà établi un certain nombre de choses. Donc une partie du travail a été faite. Alors maintenant, il faut tracer l'origine du financement de ces biens immobiliers. Ça va pas être très compliqué. Il y a des actes notariés, il suffit d'aller au cadastre. Je vous rappelle que quand les policiers ont été stoppés dans leur élan par le parquet de Paris, ils étaient sur le point d'identifier le montant des avoirs logés sur tous ces comptes bancaires appartenant à ses cousins, à toutes ses familles. Donc c'est une procédure qui va être évidemment assez longue, il y aura des obstacles, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais sur le plan technique, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas, encore une fois, un grand procès un jour des chefs d'État, de leur famille, de leur clan et de leurs complices. Les chefs d'État sont protégés par leur immunité, qu'en est-il de leur famille? Les chefs d'État ne sont pas du tout protégés par leur immunité. Il y a une disposition très claire dans la Convention de Mérida, qui est la grande convention anticorruption adoptée sous l'auspice des Nations Unies, qui rappelle qu'il n'y a pas de position légale, de statut officiel, qui puisse faire obstacle à des poursuites s'agissant de la grande criminalité financière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas à la fois à la sortie des G20 à Pittsburgh et puis dans quelques heures à Séoul nous gargariser avec le fait que la lutte contre la corruption c'est la grande cause de l'humanité et en même temps bâillonner les juges quand précisément ils ont les moyens de faire exactement ce qu'on promet de faire. Donc moi je pense que dans les jours qui viennent, pas un mais sans doute 2 juges d'instruction vont être désignés pour mener une enquête qui les amènera nécessairement à requérir la coopération internationale de nombreux pays. Je voulais vous montrer la vidéo de ce monsieur Bourbon qui fait un travail énorme pour aider les pays africains, notamment le Congo.
pour voir clair dans ce sujet. On voit bien que le sujet dont il est question, ce n'est pas contre une personne, mais c'est contre des individus qui amassent des richesses au détriment de leur population, dès lors que ces individus ne justifient pas l'origine des fonds. Et quand on voit les richesses qui sont accumulées, notamment en termes immobiliers, je vous dis encore, ne vous arrêtez pas sur les maisons achetées. Il faut savoir qu'en France, acheter une maison, je vous disais tout à l'heure qu'il y a tout un dossier à fournir, mais après l'achat de la maison, et c'est là où les Congolais doivent faire attention. Après l'achat de la maison, quand vous voyez les villas, les hôtels privés, les maisons que nos dignitaires achètent, il faut savoir que ces maisons, chaque année, payent les taxes foncières. Donc, pour une maison de 100 mètres carrés, tout dépend du terrain, la taxe foncière, et selon les villes, surtout quand c'est des villes riches, la taxe foncière peut aller de 1 500 à 2 500 € par an. Donc, il faut demander au Trésor public à combien se chiffre la taxe foncière de cette maison au Vésiné-le-Pé, de l'appartement d'Antoinette, situé en plein cœur de Paris. Quels sont les revenus d'Antoinette pour faire face à... quels sont ses revenus pour faire face à la taxe foncière? Mais attention, si Antoinette déclare cette résidence parisienne comme étant sa résidence principale, et là, vous demandez à M. Ngatsé, vous demandez à M. Saint-Eudes qui enseigne à l'Institut de finances ou de gestion. Si c'est leur logement principal, ça suppose que ce logement-là, le propriétaire doit déclarer ses revenus au Trésor public parisien. Est-ce que Antoinette, est-ce que Christelle Sassou Nguesso, est-ce que Denis Sassou Nguesso et tous ceux qui ont ces maisons-là en France ont déclaré ces maisons comme les résidences principales ou comme les résidences secondaires? Quel est le statut résidentiel de ces maisons? Et si c'est une résidence principale, d'office, le propriétaire doit déclarer ses revenus sur le territoire où il réside. Je vous donne un exemple. Johnny Hallyday, à un moment donné, en délicatesse, tout le monde connaît le musicien de Johnny Hallyday, en délicatesse avec le fisc, la fiscalité, en tout cas le Trésor public français, parce qu'il ne voulait pas payer certains impôts, comme il est aussi d'origine belge, il s'est débrouillé pour dire que, en fait, lui, sa résidence principale, c'est en Belgique, parce que la fiscalité belge est beaucoup plus avantageuse que française. Mais après enquête, comment on appelle, l'administration belge dit non, on vient de compter le nombre de jours ou de mois que Johnny Hallyday passe en Belgique. À ce titre, sa maison de Belgique n'est pas la résidence principale. Attention, il y a un calcul fiscal qui est fait pour que votre domicile, même si vous en avez plusieurs, lequel est votre domicile fiscal, résidentiel, principal, eh ben, il y a un calcul qui est fait, il faut avoir plus de 6 mois, il faut vivre plus de 6 mois dans cette maison. Et donc, Antoinette doit prouver, mais comme les autres, que plus de 6 mois, il habite dans cette résidence, eh ben, ça devient sa résidence principale, ou si elle-même l'a déclarée comme telle. Donc, si cette résidence est sa résidence principale, est-ce qu'elle paye les impôts sur le revenu? Et comment elle fait? Donc, il y a toute une fiscalité autour de ces maisons, il ne faut pas les négliger. Et puis arrivent les factures. La facture d'électricité, la facture du gaz, si c'est chauffé au gaz, la facture de l'eau, les frais de copropriété. Combien coûtent les frais de copropriété de ces appartements? Alors, qui dit appartement d'office, frais de copropriété? Qui dit maison, pas forcément. Mais Christelle Denis Sassou Nguesso, par exemple, qui a des appartements très chers à Paris, il faut savoir qu'il y a des frais de copropriété, c'est-à-dire l'entretien, la lumière extérieure, collective, tout ça, le gardien qui est là. Et donc, tout ça, c'est chiffré à des centaines de milliers d'euros. Donc, en plus de ça, chaque année, et c'est pour cela que notre trésor public a été détruit.
Parce qu'en dehors de voler l'argent pour acheter les maisons, ils doivent chaque année mettre la main sur le trésor public pour financer la gestion et le fonctionnement de leur maison. Et surtout qu'ils ne vivent pas là. Les gens que vous voyez à la télé, les gens que vous voyez lorsque les indignés 242 vont frapper aux portes de ces maisons-là, les gens qui répondent, c'est des salariés qu'ils payent eux pour surveiller leur maison. Ces salariés-là sont payés combien? Et ce sont des salaires chargés. Monsieur Ngatsé comprend ce que je dis par chargé, c'est-à-dire ces salaires ont des charges sociales. Si cette personne gagne 2 000 € par mois, sur ce 2 000 € par mois, il faut rajouter les charges sociales et les charges fiscales, toutes les cotisations annexes, y compris le chômage, la retraite et tout. Et donc, sur les 2 000 € de net, il faut ajouter peut-être entre 1 500 et 1 800 €. Donc, ce n'est pas 2 000 €, c'est 3 500 à 3 800 € par mois, multiplié par 12 mois. Donc, vous voyez comment ces biens qu'on appelle mal acquis, attention, ne prenez pas le sujet à la légère, mais c'est un sujet qui empoisonne nos comptes publics, qui nous empêche, on ne pourra pas avancer avec un pouvoir aussi corrompu, avec des biens immobiliers énormes en France, en Espagne, aux États-Unis. Rien que ça, c'est des milliards et des milliards de francs CFA qui manquent pour les hôpitaux, qui manquent pour les écoles, qui manquent pour l'administration, qui manquent pour la société d'électricité, au lieu d'aller chercher je ne sais pas qui. Donc, il faut un calcul méticuleux pour savoir, in fine, quelle est réellement la charge que ces biens en Europe fait peser sur notre trésor public. Prenons les véhicules. Ces véhicules, ce gros bolide qui coûte des centaines et des milliers d'euros, mais c'est des gros consommateurs de carburant, mais aussi l'entretien et les pièces qui tombent en panne coûtent tellement cher qu'un salaire d'un Congolais, soit-il président de la République, salaire déclaré, il ne peut pas subvenir aux besoins, sauf dans une caisse qui est la caisse de Crésus, c'est-à-dire la comptabilité publique. D'où le fait qu'ils restent au pouvoir pour continuer à financer leur train de vie. Et les biens mal acquis viennent aussi du fait que nos dirigeants ont un train de vie qui est contraire aux richesses qu'ils ont déclarées. Ces affaires commencent vers le milieu des années 2000, où vous avez des avocats, Transparency International, publier ce que vous achetez, des associations africaines commencent à s'inquiéter du fait que la pauvreté ne cesse de croître en Afrique, alors même que ces pays africains ne cessent d'augmenter leurs revenus. Quand vous regardez la loi fiscale, et là encore on peut dire merci au CRC, la loi fiscale que le CRC a contribué à divulguer, à diffuser au Congo. Si aujourd'hui tout Congolais peut parler de la loi de finances, pardon, je voulais parler de la loi de finances, aujourd'hui le CRC a diffusé auprès des Congolais et même des Africains ce qu'on appelle la loi de finances. Aujourd'hui, écoutez l'actualité au Sénégal, beaucoup de Sénégalais nous écoutent, écoutez l'actualité au Sénégal, tout le monde commence à se poser la question sur la loi de finances. Mais c'est le CRC, à travers ses émissions sur R7 et à travers ses différentes chroniques, dans celles que je vous présente, qui a beaucoup insisté sur le fait de décortiquer la loi de finances. Parce que c'est la loi mère en termes de budget de l'État. Chaque année, le Congo, c'est 2300 à 2400 milliards de recettes pour 1700 milliards de dépenses. Excédent budgétaire, c'est toujours entre 300 et 500 milliards. Où va cet argent? Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente
au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 € par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Eh bien, dans les achats frauduleux des appartements et des maisons en Europe. Aujourd'hui même, certains députés, bon, avec des analyses un peu médiocres, mais c'est déjà ça, même si c'est médiocre, essaient d'expliquer aux Congolais la loi de finances, c'est bien fait, c'est là où on peut améliorer. Tant mieux, on y avance. Et donc, c'est au milieu des années 2000 où tout le monde commence à se rendre compte qu'il y a cette dichotomie entre les richesses créées par les États africains, les investissements qu'ils disent de réaliser et le fait que les populations ne sortent pas de la misère. Mais même au milieu des années 2000, ils sont en retard s'ils avaient écouté, comment on appelle, le secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan, qui disait, mais attention, l'Afrique noire est la partie du monde la plus pauvre et la seule à s'appauvrir. Mais Kofi Annan, très tôt, il s'est rendu compte quand il arrive à l'ONU et qu'il voit toutes les données statistiques et qu'il voit tout ce qui se trame, il dit, mais je ne comprends pas. Comment l'Afrique noire, les présidents font de beaux discours, mais en réalité, chaque année, l'Afrique noire devient de plus en plus pauvre. Et donc, il faut réagir. Alors, il n'est que secrétaire général des Nations Unies, il n'est pas le président des Africains, mais lui, il était vraiment là en tant que conseil. Donc, quand on arrive en 2010 à peu près, vous avez, comment on appelle, vous avez la Banque mondiale en lien avec l'Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, qui vont essayer de travailler ensemble pour aider à prévenir le blanchiment d'argent des produits venant de toutes les activités illicites. Et donc, ce travail va aboutir, je crois, le 8 et le 9 juin 2010, à une conférence à Paris, co-organisée par la Banque mondiale et la Suisse. C'est quand même intéressant de savoir que la Banque mondiale et la Suisse organisent cette conférence et l'intitulé, si je ne me trompe pas, c'est « Pas de refuge pour, comment on appelle ça? Pas de refuge pour tout ce qui est détournement d'argent, pour les biens mal acquis. En tout cas, tout ce qui concerne les biens mal acquis, il n'y aura pas de refuge. C'est-à-dire que la guerre va être menée pour qu'on puisse récupérer les biens mal acquis. S'il faut les vendre, parce que c'est des maisons et autres, eh bien, on va les vendre et l'argent récupéré sera rétrocédé aux populations qui ont été victimes de spoliation et de détournement d'argent.
Alors, quels sont les biens? Des biens immobiliers situés en région parisienne. Bonjour Franck Alexandre. Bonjour Juan. Vous suivez les dossiers judiciaires à RFI. Cette enquête met désormais en cause la famille du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Ce sont plusieurs propriétés concernées, c'est bien ça? Oui, donc deux maisons. La première à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine et le second bien, une demeure de 500 mètres carrés au Vésinet dans les Yvelines, à côté de Paris, une villa baptisé Suzette. Alors, quelle est la valeur de ces biens? C'est toujours difficile à dire, on n'a pas d'indication précise concernant le premier bien à Courbevoie. En revanche, on sait que la villa Suzette a été acquise pour 450 000 € il y a une trentaine d'années. D'importants travaux avoisinant les 3-4 millions d'euros y ont été réalisés il y a 10 ans. Et donc, ça donne une idée de la valeur de cette villa. Et c'est surtout effectivement le coût des travaux qui a attiré l'attention des enquêteurs. Oui, alors 3-4 millions d'euros. Oui, et puis la valeur du bien, le Vésinet, c'est vraiment la banlieue chic, quartier chic, extrêmement huppé de l'ouest parisien. Et en fait, les juges d'instruction, les deux juges en charge du dossier des biens mal acquis, les juges Groman et Leloir, ont essayé de comprendre en fait à qui appartenait cette maison, parce que vous savez, c'est toujours un écheveau de noms, de prête-noms, et ils ont acquis la certitude qu'en fait cette villa servait vraiment au plus proche du clan Sassou Nguesso, et donc qu'elle leur appartenait. D'où cette saisie. Il est vrai qu'il y a 3 familles qui sont particulièrement ciblées dans ce dossier des biens mal acquis. La famille Sassou Nguesso, Obiang et Bongo. Et c'est vrai que jusqu'à présent, la famille Sassou Nguesso était passée un petit peu entre les gouttes des saisies. Voilà. On voit bien que les choses changent pour eux. Je pense qu'en 16 ans, ce travail a permis de récupérer 5 milliards de dollars à peu près qu'on a rendu à ces pays-là, et parmi lesquels, que j'ai plus ou moins bien suivi, c'est le Nigeria, les richesses de Sani Abacha. En tout cas, il y avait eu une pression sur la Suisse pour que les biens de Sani Abacha, le dictateur du Nigérian, soient récupérés et rendus. Et une bonne partie, il reste encore peut-être quelques miettes si on n'a pas tout rendu, mais une bonne partie a été déjà rétrocédée au Nigeria pour qu'on s'occupe des populations. Et ce travail, comme cette conférence disait, c'est d'abord un travail juridique. C'est d'abord un travail juridique, c'est-à-dire il faut des dispositions juridiques qui vont faire pression sur les États détenteurs, en tout cas les États où se trouvent ces biens, pour que ces États-là puissent agir et donc récupérer ces biens et les rendre. Je vous donne un exemple qui n'est, pour mieux comprendre, il y a aujourd'hui un grand mouvement dans la restitution des biens culturels que les Occidentaux ont pris en Afrique pendant la colonisation. Et donc aujourd'hui, puisque la dynamique est dans la restitution de ces biens-là, il faut donc mettre en place un arsenal juridique permettant la restitution, puisque dans la plupart des pays européens, en France, en Angleterre, en Allemagne et autres, l'arsenal juridique interdit de rendre à titre de droit des biens considérés comme les biens de l'État, puisque ces biens-là ont été, comment on appelle ça, ont été enregistrés comme les biens des États où ils se trouvent. Et donc, quand vous regardez en France, Macron n'est pas loin de réviser la Constitution. Quand vous regardez en Angleterre, quand vous regardez en Allemagne, il y a toute une dynamique qui est en place pour restituer le tambour ivoirien, pour restituer des biens au Nigeria, pour restituer des biens au Bénin appartenant au roi Béhanzin. Alors, donc voilà. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'un arsenal juridique suffisamment fort pour repérer où sont les biens et surtout permettre par des mécanismes juridiques que cet argent retourne en Afrique, retourne au Congo. C'est ce qui fait que le travail que fait le CRC, le travail que fait les Indignés 242, le travail que font ces Congolais pour répertorier les biens mal acquis au Congo et à l'étranger, c'est un travail louable. C'est vraiment un travail à encourager parce que ça nous permet d'identifier les biens et lorsque les mécanismes juridiques seront finalisés, eh ben, nous aussi, demain, nous allons récupérer tous ces milliards qui sont cachés à l'étranger. Et c'est ça,
C'est en cela que la fuite d'Antoinette ou la convocation d'Antoinette est intéressante pour nous, parce que si on convoque Antoinette Sassou Nguesso, c'est qu'en France, la justice a repéré les biens lui appartenant. Et donc, elle doit s'expliquer. Et j'ai suivi ce débat, le droit international coutumier, le fait qu'Antoinette devrait bénéficier de l'immunité du fait que son mari est président. Alors, sachez-le, dans tous les pays du monde, la première dame n'a d'immunité que ce que son mari lui donne. C'est-à-dire, si Antoinette veut jouir de l'immunité diplomatique, eh bien, tout le temps, il faut qu'elle voyage avec Sassou en visite officielle. Point à la ligne. Seules les visites officielles du président de la République protègent sa femme s'il y a des poursuites dans les pays où le couple se rend. Première chose. Deuxième chose, sauf si elle a un passeport diplomatique avec une fiche de mission, oui, elle est protégée. Mais quand Antoinette Sassou Nguesso prend son passeport ordinaire, obtient un visa pour le tourisme ou pour la santé en France, aux États-Unis, oui, on peut la convoquer pour répondre de telle ou telle chose. Et le chef de l'État congolais allait peut-être partir du côté de Moscou, et donc on ne le fait pas. Donc le fait que ça a été fait, ça prouve que la justice française est libre. Bonsoir à tous. Fin février, la justice française a émis un mandat d'amener à l'encontre d'Antoinette Sassou Nguesso, la première dame congolaise, dans le dossier des biens mal acquis. Ce rebondissement a poussé l'épouse du président congolais à quitter en urgence l'Hexagone le 4 mars. Comment comprendre cette situation assez inédite? Comment les Congolais perçoivent un peu tout ça? Quelles sont les conséquences au niveau diplomatique entre Brazzaville et Paris? Pour en parler, je reçois le maître Brice Zamba. Bonsoir, maître. Bonsoir, M. Avocat au barreau de Paris, le docteur Ben Luther, enseignant à l'université Paris-Nord. Bonsoir. Bonsoir, Carline. Et Antoine Okongo, notre chroniqueur. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Une première dame qui reçoit un mandat d'amener, monsieur, tout de table, une réaction? Oui, bon, moi je pense que c'est quelque chose de tout à fait banal, hein, je peux dire. Bon, c'est pas peut-être banal dans le sens où ça n'arrive pas tous les jours, mais dans un état de droit qui veut vraiment fonctionner selon les règles qu'il organise, il peut arriver qu'on décerne un mandat d'amener à une personne. Il s'agit de quoi, pour ceux qui ne savent pas un peu trop? Alors, le mandat d'amener, c'est un acte par lequel le juge d'instruction demande aux agents de police de pouvoir amener vers lui une personne sur laquelle on estime qu'il y a des indices graves concordants qu'elle ait pu commettre une infraction ou a pu être complice d'une infraction. Donc le but, c'est de ramener la personne auprès du juge d'instruction pour que le juge d'instruction puisse l'écouter en tant que témoin assisté ou pour le mettre éventuellement en examen. Voilà. Donc c'est ça le but du mandat d'amener. Donc ça peut arriver à toute personne sur le principe. Donc Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso était en France. Donc le juge d'instruction a estimé qu'il y avait des indices graves concordants pouvant laisser penser qu'elle a participé à une infraction. Et donc il désirait l'écouter. Donc il a demandé à la police de ramener Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso vers lui. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'ait pas pu déférer à ces mandats d'amener. C'est ça qui m'étonne. Parce que quand on n'a rien à se reprocher, elle aurait pu venir, puisque la loi, le Code de procédure pénale prévoit qu'elle pouvait être entendue seulement comme témoin assisté. C'est possible. C'est-à-dire qu'on lui pose juste des questions, et puis après, elle est libre, elle rentre. Donc je ne comprends pas pourquoi elle a préféré rentrer par précipitation au Congo. C'est quand même extraordinaire. En tout cas, selon le confrère d'Afrique Intelligence, effectivement, elle a quitté Paris de manière un peu précipitée, ce qui a suscité un peu, voilà, je pense, des interprétations. Et d'ailleurs, même un président de la République, ne vous trompez pas. Le président de la République en visite officielle, non. Mais le président de la République en visite ordinaire, oui. Ça s'est déjà passé dans l'histoire de la diplomatie mondiale. Et d'ailleurs, c'est pour cela que un homme aussi puissant, un président aussi puissant que Poutine, Vladimir Poutine, depuis qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, depuis que la justice internationale et les Européens s'intéressent à lui et ont lancé un mandat d'arrêt, qu'est-ce que vous voyez? Poutine ne voyage plus que dans des pays où il a de très bonnes relations, la Chine, le Kazakhstan, où il sait qu'il ne risque rien. Cyril Ramaphosa, qui est pourtant soutien
de Poutine, même s'il dit qu'il est neutre, mais au premier jour de la guerre, il soutient Poutine. Quand il invite Poutine en Afrique du Sud, pourquoi Poutine ne part pas? Mais parce que, regardez la carte du monde. De la Russie en Afrique du Sud, on traverse combien de pays? Et tous ces pays ne sont pas des pays amis de la Russie, prêts à protéger Poutine. Or, Poutine prend quoi? Il ne voyage pas par télépathie, il voyage par avion. Donc, à tout moment, on ne sait jamais, son avion peut tomber en panne et nécessiter un atterrissage d'urgence. Et s'il atterrit dans un pays inamical, il se retrouve à ce pays. Donc, Poutine refuse. Mais si un président aussi puissant que Poutine prend ces précautions-là, mais pourquoi Antoinette n'a pas pris les précautions? Parce qu'elle croit que la France, c'est Pointe-Noire. La France, c'est Kinkala. La France, c'est Oyo. Vous voyez, nous sommes dirigés par Ndengue, c'est la même chose. Ndengue, quand il a été arrêté, c'était pareil. Il est venu avec un passeport ordinaire. Et donc, comme il était poursuivi pour le disparu du beach, mais il a été placé en garde à vue, en détention provisoire. Au final, si je ne me trompe pas, l'ambassade du Congo a dû bidouiller un document transformant son voyage en voyage diplomatique. Et c'est comme ça que Chirac a trouvé le prétexte pour dire il est en voyage diplomatique, sortez-le. Donc, vous voyez aussi que nous sommes dirigés par les gens médiocres qui n'arrivent pas à développer le pays, mais même pour leur propre sécurité, ils sont médiocres. Si Sassou était poursuivi aux États-Unis, Sassou prend son avion, il arrive aux États-Unis, semble-t-il attendu par Trump. Il arrive là-bas, au final, dans l'agenda de Trump, il n'y a pas de rendez-vous, donc il n'y a pas de visite officielle. Mais en même temps, il est poursuivi pour un problème grave. Mais Sassou serait en prison aux États-Unis. Et vous alliez dire quoi? Donc, il appartient maintenant aux autorités congolaises de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Alors, et d'ailleurs, dans les exemples que je peux vous ajouter, c'est Benjamin Netanyahou. Netanyahou va réfléchir à 2 fois pour venir en Europe maintenant. Son ancien ministre de la Défense va réfléchir à 2 fois. Dès lors qu'il y a des mandats d'arrêt contre eux, ils ne peuvent plus, même avec des passeports diplomatiques, ils prendraient des risques. Parce que dès lors que c'est le droit international qui intervient, eh bien, les considérations de protection diplomatique d'immunité tombent. L'immunité ne fonctionne que lorsque vous n'êtes pas poursuivi par la CPI, lorsqu'il n'y a pas de mandat d'arrêt contre vous et que vous vous rendez, par exemple, dans des conférences internationales. Quand les chefs d'État vont à New York, au siège de l'ONU pour l'Assemblée générale de l'ONU ou pour quelconque réunion, ils ne sont pas aux États-Unis. Ils sont à l'ONU. Et donc, même si les relations sont exécrables, dès lors que vous venez dans ce genre de lieu, vous êtes protégé. Et là, il n'y a pas de souci, personne ne peut vous interpeller. Mais sachez-le, très souvent, les Africains, notamment nos responsables qu'on interpelle, utilisent des passeports ordinaires, des visas tourisme ou des visas raison médicale ou humanitaire. Et quand ils arrivent ici, ils sont étonnés qu'on les convoque. Et puis, autre chose par rapport à Madame Antoinette Sassou Nguesso, vous savez, dans le droit, on peut convoquer tout le monde. Tout le monde peut être convoqué dès lors que vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Si son appartement, elle a acheté ça avec son pognon, avec son argent, et qu'elle a tous les documents qui justifient qu'il y a eu 0 franc CFA de fonds publics, pourquoi elle ne répond pas à la convocation avec son avocat? Ils arrivent, ils s'expliquent, ils rentrent chez eux. Et ça s'arrête là, puisqu'elle a tout. Mais si, de façon précipitée, de façon bricolée, elle a choisi de fuir comme ça, ben c'est parce qu'elle doit se reprocher aussi de quelque chose. Mais un dernier conseil aux autorités congolaises, peut-être même africaines, ne plaisantez pas avec la justice française. Peut-être que vous ne suivez pas l'actualité en France. Le juge français a condamné un ancien président de la République en France à 1 an de prison, alternatif un bracelet. Et ce président, il ne peut plus continuer ses conférences internationales, participer à des conférences internationales qui lui ramenaient beaucoup d'argent. Il ne peut plus siéger au conseil d'administration de certains groupes où il était.
il ne peut plus quitter la France. Alors, si le juge français a pris une telle décision, une telle sanction pour un ancien président français, ce n'est pas Antoinette Sassou Nguesso qui va les intimider. Et ce n'est pas Denis Sassou Nguesso non plus d'ailleurs. Donc, ne vous trompez pas sur le sujet. Maintenant, quelle solution pour se sortir de cette galère de biens mal acquis? Mais mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je pense que parmi vous, vous avez trouvé la solution. La solution est très simple. Personnellement, je conseille au président Denis Sassou Nguesso, à sa femme, Antoinette Sassou Nguesso, à ses enfants, à toutes ses familles, puisque aujourd'hui, ce sont encore des suspicions de biens mal acquis, je conseille à tous les dirigeants du Congo-Brazzaville de vendre leurs biens se trouvant à l'étranger. Point final. Il n'y a pas d'autre solution que de vendre tous les biens se trouvant à l'étranger. Ce n'est pas normal que Christelle Denis Sassou Nguesso puisse acheter une maison d'une valeur de 400 000 $, je crois, et poursuivi par le procureur fédéral américain, il est obligé de faire une transaction qui coûte parfois 2 fois plus que la valeur de la maison pour se débarrasser de la transaction. Mais vous voyez tout ce qui manque au Congo pour son éducation nationale, pour sa santé, pour l'emploi, pour les chômages, pour les bourses, pour la recherche scientifique, pour que chaque Congolais puisse avoir un compte bancaire, un emploi. Vous voyez tout ce qui manque. Parce que où est-ce que Christelle Sassou Nguesso a trouvé l'argent pour faire face au procureur fédéral américain? C'est l'argent public. Claudia qui achète un appartement à la Twin Tower à sa fille, 7 millions de $. Où est-ce qu'elle a trouvé ça? C'est l'argent public. Bonjour Igor, bonjour à toute l'équipe de RFI. Soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI. Quelles sont vos questions concernant Théodorine Obiang? Oui, Théodorine Obiang, le fils du président de la Guinée équatoriale, a vu son recours déposé à la Cour de cassation rejeté après sa condamnation en France pour le détournement des fonds publics dans leur pays. En fait, ma première question, la voici. Après ce combat juridique, la restitution des avoirs des biens mal acquis devrait se mettre en place. Comment ce processus s'appliquera-t-il? Eh bien, pour vous répondre, nous sommes avec Pierre-Olivier. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Kodjo, bonjour Igor. Journaliste au service France qui a suivi ce dossier pour nous, pour RFI. Et puis une première question, Pierre, d'abord, de quelle somme parle-t-on finalement? Oui, alors dans le cas de Théodorine Obiang, les biens confisqués sont assez divers. Il y a par exemple un immeuble entier situé avenue Foch, dans un des plus beaux quartiers de Paris. Imaginez plutôt, Igor, 5000 m² et dans les salles de bain, des robinets en or massif. Le patrimoine du fils Obiang comprend aussi des voitures de luxe, des œuvres d'art, et il est estimé, ce patrimoine, à 150 millions d'euros. Pour vous donner une idée de ce que cette somme représente en Guinée équatoriale, eh bien, sachez par exemple que le revenu moyen d'un ouvrier là-bas oscille entre 150 et 220 euros par mois. 150 millions d'euros, c'est donc beaucoup d'argent, et certaines ONG affirment même qu'avec cette somme, on pourrait vacciner 3 fois l'ensemble de la population contre le Covid. Alors justement, Pierre, concrètement, comment cet argent va-t-il être restitué? C'est la question de notre auditeur. Alors maintenant que la Cour de cassation a rejeté la demande de Théodorine Obiang, il a épuisé toutes les voies de recours possibles en France, et son patrimoine va donc dans un premier temps pouvoir être vendu aux enchères. C'est ensuite que va entrer en jeu l'Agrasc. Alors ça ne vous dit probablement rien, mais l'Agrasc, c'est l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis confisqués, et c'est cette agence qui va transférer les sommes récoltées lors de la vente aux enchères vers le ministère des Affaires étrangères, qui créera une ligne de budget spécial. Ensuite, eh bien, c'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui distribuera l'argent sous forme de virements à des ONG qui auront candidaté projet à l'appui. Vous l'aurez compris, l'ensemble du processus risque donc de prendre un peu de temps. Et comment être sûr que cet argent arrive aux bonnes personnes, Pierre? Alors, du contrôle et encore du contrôle, c'est le point le plus important, car si l'on regarde les pays où la restitution existe déjà, comme la Suisse ou les États-Unis, eh bien, on s'aperçoit qu'à chaque fois que la société civile n'a pas participé au contrôle, eh bien, il y a eu des scandales. Et Igor, si l'argent arrive entre de
mauvaises mains. Le remède peut même être pire que le mal. Vous l'imaginez, ce n'est pas du tout l'objectif. Alors, eh bien, le texte voté il y a 2 semaines par les députés français prévoit de multiplier les contrôles sur place en Guinée équatoriale en incluant des membres de la société civile, des journalistes, mais aussi des ONG. L'idée est de rendre ces contrôles les plus transparents possibles afin que le détournement soit rendu plus difficile. Mais comme souvent dans ces restitutions, c'est aussi avec le temps que le système devrait s'améliorer. Et il faut payer les frais, l'entretien et autres. C'est toujours l'argent public. Donc moi, je conseille à tous ces gens de vendre toutes ces maisons. Si la fille de Claudia étudie aux États-Unis, allez, elle va étudier là-bas pendant combien d'années? Pendant 4 ans, bachelor. 5 ans, master degree, 5 ans, 6 ans. PhD, il faut ajouter 2-3 ans. Donc, 4 plus 10 ans. Mais si elle loue un appartement à 1000, même à $2000, si elle loue un appartement même à $2000, même à $3000 par mois, nous ne sommes que à $3000, qui est déjà un bel appartement aux États-Unis. On est à quoi? À $36 000 l'année et $360 000 en 10 ans. Mais vous imaginez, $300 000, même si c'est $400 000 de location d'un appartement aux États-Unis versus $7 millions d'un achat de cet appartement, plus les charges chaque année d'entretien, de fiscalité et autres. Comment nous réfléchissons? Et entre-temps, le reste, donc on a 6 millions, oui, 6 600 000 $ américains qu'on met pour la gestion publique. Ces gens, ce ne sont plus seulement des biens mal acquis, mais c'est des prédateurs de finances publiques. Par rapport à nos finances publiques, ce sont des véritables prédateurs. Quand Christelle Denis Sassou Nguesso achète un hôtel privé à 8 millions, alors même qu'il n'y vit pas, et ça doit nous coûter des centaines de milliers d'euros en taxes foncières et entretien, mais vous imaginez, pourquoi ne pas prendre une chambre d'hôtel à 1 000 €, une suite, même si c'est une suite à 1 000 €, 2 000 € quand il vient, et puis le reste, on s'en passe. Donc, nous vous proposons, nous les Congolais, de vendre tous ces biens, voitures, maisons, hôtels privés, vendre tout, rapatrier l'argent au Congo et occupez-vous des Congolais. Très sincèrement, si vous êtes des patriotes, c'est ce que vous allez faire. Maintenir ces appartements. Maintenant qu'on vous pourchasse par les justices de tous ces pays-là, maintenir ces appartements sur les charges de nos finances publiques, c'est vraiment criminel. Sincèrement, c'est criminel. Rapatrier l'argent au Congo. Et Madame Antoinette Sassou Nguesso, si vous voulez vous soigner, si vous êtes malade, mais vous avez votre protégé, Anatole Koliné-Makosso, qui est Premier ministre. Il a présenté aux Congolais les 12 travaux de Koliné-Makosso. Peut-être qu'on ajoutera un chapitre dans la Bible. Après les 12 travaux d'Hercule, on ajoutera les 12 travaux de Koliné-Makosso. Et votre mari, Madame Antoinette Sassou Nguesso, votre mari, Denis Sassou Nguesso, est allé inaugurer un hôpital à Patra. Vous êtes de Pointe-Noire. Vous avez un hôpital à Patra, inauguré avec faste par votre mari. Et votre Premier ministre, votre petit protégé, Koliné, a dit que maintenant, on peut soigner toutes les maladies au Congo. Alors dites-nous de quoi vous souffrez pour venir en France. Mais allez à Patra. Allez à l'hôpital de Londili. Allez à l'hôpital Adolphe Cissé. Ou à l'hôpital militaire de Pointe-Noire. Ah, tiens, vous habitez à Brazzaville, mais allez à l'hôpital militaire de Brazzaville. Allez au CHU. Vous avez un hôpital aussi à Wenze, à Talangaï. Vous avez l'hôpital de Makelekele, l'hôpital de Mfilou. Donc, vous avez un choix au Congo d'hôpitaux que nous, les Congolais, on ne comprend pas. Vous habitez au Congo, vous êtes malade au Congo et vous venez en France pour vous soigner. Mais dans le même temps, votre mari et votre petit Premier ministre disent aux Congolais que tous les hôpitaux au Congo sont des hôpitaux de renommée internationale. Alors, allez, madame, on veut voir vos photos dans un hôpital congolais en train de vous soigner. Vous avez fui la France, certainement que vous allez partir en Afrique du Sud ou au Maroc. Non, nous voulons vous voir dans un hôpital congolais. Comme ça, nous serons convaincus que ce que vos maris mettent en place, ce n'est pas une menace pour les Congolais. Parce que si vous craignez pour votre vie
pour ne pas vous soigner dans un seul hôpital du Congo. Alors, pour vous, les Congolais, c'est qui vont se soigner là-bas? Est-ce que votre vie est plus précieuse que la vie des Congolais? Est-ce que votre sang, c'est un sang bleu ou vert et que le sang des Congolais, c'est rouge ou vice-versa pour que vous ne puissiez pas mériter de vous soigner là-bas? Voilà l'hypocrisie de la dictature de Brazzaville, du pouvoir de Brazzaville. Maintenant, comme je vous dis, je vous propose, vendez tout, rapatriez l'argent. Même les comptes bancaires, fermez-les. Fermez les comptes bancaires. Vous avez connu Madame Antoinette Sassou Nguesso, vous avez fréquenté Mobutu avec votre mari. Vous avez fréquenté Omar Bongo, votre beau-fils. Où sont-ils aujourd'hui? Le palais de Kawele, résidence principale de Mobutu Sese Seko, président du Zaïre, aujourd'hui un champ de ruines. Construite à Guadeloupe, la ville créée par le maréchal président au cœur de la forêt vierge, à 1000 km de Kinshasa dans la province du Nord Ubangi, cet ancien palais de 15 000 m², dénommé le Versailles de la jungle, n'a pas survécu à la chute et la disparition de son propriétaire. La crise bat son plein dans le pays. S'il n'y avait pas de crise dans le pays, la maison du feu maréchal ne serait pas aussi délabrée. L'accès est ouvert dans plusieurs directions. Les voleurs viennent de partout. Routes, brasseries, commerces et autres, la ville de Guadeloupe tirait véritablement profit de la position de son fondateur. Mobutu a été diabolisé à travers la presse, toute la presse nationale et internationale, qui fait que les tombeurs de Mobutu, dans un premier temps, ont essayé de maintenir les infrastructures. Mais il se fait que dans la suite, peut-être par manque de moyens de se prendre en charge, ils sont entrés dans la phase de destruction. Dans la ville, le drapeau du Zaïre flotte encore au vent, signe de l'attachement de ses habitants aux années Zaïre, donc au régime Mobutu, fortement critiqué. La dictature était là, qui a aussi ses mauvais côtés, mais qui a aussi ses bons côtés, qui nous a aidés pour que le pays, à son temps, évolue bien qu'il y avait la dictature. Mais maintenant qu'il y a la démocratie, moi je trouve qu'on a un recul parce qu'il n'y a pas respect des autorités. À Guadeloupe, les populations n'ont qu'un rêve, voir leur ville retrouver son lustre d'hier. Il est inacceptable que vraiment 25 ans après Mobutu, que nous soyons dans des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Inacceptable. On dit que plus nous avançons dans le temps, plus nous faisons la descente en enfer. Ces reliques et ces tombes des membres de la famille Mobutu rappellent que Guadeloupe était une ville présidentielle. Et l'argent qu'ils ont laissé dans les banques européennes, cet argent sera toujours dans les banques européennes, puisqu'en même temps, ils ne laissent aucun testament. Et c'est souvent des noms d'emprunt qui sont utilisés, c'est souvent des codes qui sont utilisés, des codes ignorés de tout le monde, même de leurs propres enfants. Donc les milliards de Mobutu, eh bien, ça continue à faire la richesse des banques européennes. Donc soyons sérieux, ayons l'éthique et l'amour de notre pays. Gérons notre pays avec éthique et surtout avec amour. Regardez cette pauvre population qui souffre. Regardez, Madame Antoinette Sassou Nguesso, le 1er octobre 2024, 10% d'enfants seulement sont allés à l'école et vous gaspillez l'argent dans les biens mal acquis en Europe. Est-ce que, en cela, vous êtes celle à qui on attribue les valeurs ou les principes de mère protectrice, de mère aimante? C'est faux. Une mère aimante, une mère protectrice n'achète pas un appartement à Paris où elle ne vit pas, n'utilise pas l'argent public pour le maintien, l'entretien de cet appartement, alors qu'à Pointe-Noire, les gens sont dans la misère. Les routes, il n'y en a pas. Le boulot, il n'y en a pas. Donc, la chronique d'aujourd'hui, c'était d'expliquer un peu cette histoire de biens mal acquis, mais surtout, le plus important à retenir, c'est que nous voulons entendre que les richesses ont été rapatriées. Ça, c'est très important. Qu'on a tout vendu, on a rapatrié les richesses pour s'occuper vraiment des Congolais. Et pour terminer, ne vous trompez pas, le monde est en train de changer. Et le monde a déjà changé. Le retour de Trump
est en train d'accélérer les choses. Il n'y aura pas de refuge pour les dictateurs. Il n'y aura pas de refuge pour les criminels financiers. Et donc, tout ce que nous demandons aux Congolais, et vous le faites déjà, et comment on appelle ça, les générations futures vous seront très reconnaissantes du travail que vous êtes tous en train de faire. Documenter, documenter et encore documenter. Tous ceux qui ont des documents sur les disparus du Beach, les massacres du Pour, ce qui se passe au nord de Brazzaville, les crimes partout au Congo, ça a été documenté par la conférence nationale, ça a été documenté par beaucoup de témoignages. Tous ceux qui ont ces documents-là, vous n'avez qu'une chose à faire. Envoyez-les à M. Karim Khan et dites-lui, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, faites votre job. Et c'est une personne volontaire. Malgré les menaces même des États-Unis, il fait son job. Il a été en RDC. Eh bien, prouvez à M. Khan que ce qui s'est passé en RDC, à Goma, ça s'est passé dans le Poul. Il y a des témoignages, Dominique Okemba qui dit, on a massacré le Poul, le ciel n'est pas tombé. Eh bien, il faut que tous ces documents arrivent à la Cour pénale internationale et la Cour pénale internationale nous dira ce qu'il en fait. Parce que un pays peut saisir la CPI. Tout comme, si la CPI a assez de documents, la CPI peut s'auto-saisir. Le passage à Kinshasa, c'est ce qu'il a dit. Sur Gaza, c'est ce qu'il a dit. Sur l'Afghanistan, l'ancienne procureure d'origine béninoise a dit la même chose, que nous avons suffisamment d'éléments pour engager les enquêtes. Et puis on verra si il y a des crimes qui sont prouvés, on prendra des sanctions. Donc nous avons à travailler sur la collection de données, mais aussi sur l'arsenal juridique, traiter toutes ces questions à la fois de criminalité sur les hommes et de criminalité financière, pour qu'à un moment donné arrivent au Congo des femmes et des hommes amoureux de leur pays et qui doivent utiliser l'argent public pour l'intérêt collectif. Il faut savoir que les finances publiques, la richesse publique est gérée par l'État, à la tête un gouvernement, mais c'est dans l'intérêt des problèmes de tout le monde. Pas pour s'acheter des maisons en particulier, pas pour détourner à ses propres fins et avec ses familles, ses enfants, ses amis, et que tout le monde est dans cette course pour être milliardaire au Congo. Donc, le conseil que nous donnons au pouvoir de Brazzaville, c'est ça, c'est-à-dire que vaut mieux que la décision vienne de Brazzaville, l'initiative, voilà, l'initiative vient de Brazzaville, de rapatrier ces fonds-là, de sorte que les Congolais, peut-être, bon, vous savez, la mémoire humaine, hein, pourront s'atténuer dans leur critique vis-à-vis du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que, écoutez l'actualité mondiale, vous verrez que le territoire de criminels est en train de s'étrécir. Ça devient de plus en plus petit. Et d'ailleurs, par exemple, en Europe, de plus en plus, des polices de plusieurs États travaillent ensemble sans que quiconque ne soit alerté, et ils font des arrestations au même moment. Aujourd'hui, Interpol est très avancé dans son travail. Les polices européennes sont tellement avancées. La dernière en date, c'est l'arrestation de ce monsieur à la fois en Roumanie, où les complices sont arrêtés en Roumanie, en France et au Maroc, et aux Pays-Bas, en Allemagne. Donc, de plus en plus d'actions comme ça. Et donc, en termes de biens mal acquis, l'Europe est en train de s'harmoniser aussi. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est le socialiste Sueur, sénateur socialiste, monsieur Sueur, qui a fait une proposition de loi, et je crois que la loi est passée sous la loi 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle a permis? Eh bien, elle a permis à la France de rendre opérationnel son mécanisme de restitution des biens mal acquis. Donc, vous voyez bien que les convocations comme celle d'Antoinette, en fait, l'objectif, in fine, si Antoinette ne peut pas bien expliquer l'origine de ces fonds, eh bien, les biens seront récupérés et certainement vendus, puisqu'on ne peut pas déplacer une maison, et certainement vendus, et
l'argent récolté sera rendu au Congo si demain il y a un système démocratique avec des mécanismes juridiques dont je parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, il y a un système en France, de toute façon, comme ils sont plus sûrs que ce sont des biens mal acquis. En fait, avant, lorsque les biens étaient récupérés, on ne les vendait pas, on les gardait, que ce soit les voitures, les maisons, les bijoux. Bon, les bijoux, c'est un peu plus simple, mais surtout les maisons. Mais en même temps, ces maisons, pour éviter que ça tombe un peu en lambeaux, il y avait de l'entretien qui était assuré par le budget du ministère de la Justice, si je ne me trompe pas. Mais depuis, au lieu que ça coûte au ministère de la Justice, ce qui est fait, c'est que pendant la procédure, si la justice réquisitionne les biens, eh bien la justice les vend, et c'est l'argent qui est placé dans 3-4 différentes banques. Et bien, à la fin de la procédure, si la personne gagne le procès, on lui restitue l'argent. Si la personne perd le procès, eh bien, il n'aura rien. Donc, d'ici là, moi, je ne serais pas étonné que cet appartement d'Antoinette soit vendu, que les biens que vous voyez là, quand le dossier est bouclé, soient vendus. Ce n'est que bien pour nous, les Congolais, parce que d'une manière ou d'une autre, en Europe, est en train de s'organiser en lien avec les institutions financières internationales, la façon de récupérer les biens mal acquis et les restituer aux pays concernés. Il reste à nous, les Congolais, de chasser le dictateur. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On touche là, sur l'amendement que je vais présenter, une question sensible. Car à l'alinéa 103, il est indiqué que nos armées doivent être ainsi capables d'assurer des postures permanentes de dissuasion, de sécurité, etc. Et également de conduire des opérations non seulement de contre-terrorisme, mais aussi de contre-insurrection. Nous sommes en radical désaccord avec le fait que nos armées soient engagées dans une quelconque opération de contre-insurrection. C'est là une question fondamentale qui touche, permettez-moi de le citer, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rassemble tous, je l'espère, et qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est cela qui nous rassemble dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Envisageons-nous possible que demain notre armée, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, soit une force qui réprime ceux qui se sont insurgés contre un gouvernement qui aurait mené une politique injuste? Il y a là quelque chose qui est totalement, fondamentalement contraire avec les missions de nos armées. De se débarrasser de lui pour qu'il y ait un vrai système démocratique au Congo avec des dirigeants qui s'occupent vraiment des Congolais. J'ai regardé une émission avec un compatriote sur l'agriculture au Congo où le ministre et le gouvernement viennent dire l'agriculture se développe de plus en plus au Congo, les projets à 50 km de Wando, j'ai oublié le nom, ça marche bien et tout. Ok, qui a vu les produits là au marché? Qui les a mangés? C'est vendu dans quel centre commercial? C'est vendu dans quel marché? Qui a mangé les maïs au Congo made in 50 km de Wando? Vous voyez, on vient vous tenir des discours creux, des discours bidons, des discours vides, où on vous dit on cède les terres, on fait l'agriculture, on fait ceci, mais sur le marché, on ne voit pas la baisse de prix. Comme disait ce compatriote, il dit, mais à Wando, le prix du manioc n'a pas varié, le prix du sac de foufou n'a pas varié, alors même qu'on a dit, maintenant qu'il y a cette production-là, les prix vont baisser. Non, peuple congolais, soyons méthodiques, soyons scientifiques et soyons sévères et rigoureux. Lorsqu'on vous dit que nous avons des hôpitaux, qu'ils aillent se soigner. Et le CRC très tôt vous a dit, s'ils ont des hôpitaux de renom, de renommée internationale, qu'ils aillent se soigner. On veut voir Sassou Nguesso dans un hôpital congolais avec sa perfusion. Il tombe lui aussi. On veut le voir en train de consulter un médecin au CHU, à l'hôpital militaire. C'est son hôpital puisqu'il est militaire. Ou encore à l'hôpital de Pointe-Noire. Peu importe, l'hôpital d'Oyo, il y aille. Madame Antoinette Sassou Nguesso, qu'elle soit hospitalisée à l'hôpital d'Oyo, qu'on attend vanter aux Congolais. Donc, soyons rigoureux quand on parle avec ces hommes politiques. Et nous sommes sûrs que les mécanismes juridiques qu'on est en train de mettre en place, vous avez vu, la France a fait progresser son mécanisme juridique dans la restitution de biens mal acquis. Et donc, il faut continuer à les identifier, à mener des enquêtes et que la justice française, un jour, rendra cette richesse aux Congolais. Et nous espérons que Dieu nous donnera la possibilité de voir ce Congo en plein mouvement de progrès
et de développement pour le bien-être des populations. À chaque fois qu'il y a une unité de production quelque part, il faut que dans ce lieu, on voit du changement. Vous avez donné les palmeraies de Ouesso à telle entreprise, pas de souci. Mais est-ce que le jeune de Ouesso peut commencer à rêver? À rêver que moi, demain, je vais faire mon diplôme d'ingénierie en huile de palme et je trouverai le boulot dans telle entreprise. C'est tout ce qui nous compte. C'est ça ce que le peuple veut. C'est ce que le peuple veut. Mais on donne nos richesses aux étrangers et eux, ils récupèrent l'argent pour acquérir des biens mal acquis à l'étranger et les populations meurent de faim. Eh bien, cette équation égale la révolution. Lorsqu'il y a cette équation dans un pays, la solution, c'est la révolution. Rien que les 40 milliards où le député du PCT pose la question en disant ce Sénégalais est venu avec 0 et il a pris 40 milliards sur la place de Brazzaville pour faire semblant. Rien que ça, il y aurait une révolution. Sincèrement, vous mourrez de faim, nous mourrons de faim, et un Sénégalais a pu obtenir 40 milliards dans nos rues de Brazzaville. Là où les rues sont sales, là où il n'y a rien. Lui, il a pris, mais pourquoi on n'avait pas pris ces 40 milliards pour régler le problème de E2C? On préfère les donner à un Sénégalais, on ne sait même pas s'il a déjà fui avec. Donc, soyons sérieux avec les hommes politiques. On ne rit pas avec les hommes politiques. On demande des comptes. Et on est rigoureux dans le raisonnement. Donc, j'espère qu'une fois de plus, vous serez nombreux à liker, à commenter, à enrichir. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'échange avec vous dans les commentaires. Je vous dis de vous porter très bien et de croire en votre bonne étoile, en la bonne étoile du Congo-Brazzaville, parce que le Congo regorge des compétences, aussi bien sur le plan national que ceux qui vivent à l'étranger. Et qu'un jour, nous sommes persuadés au niveau du CRC que la révolution du fleuve arrivera et que les Congolais reconstruiront leur pays tel que les pères fondateurs, les Jacopango, les Kikungangot, les Tchitchélé, les Youlou, peu importe ce que on peut les renvoyer comme mauvaise énergie, mais nous, on est connectés à leur énergie et tôt ou tard, en tout cas, ces gens-là nous guideront, dans leur esprit nous guideront dans ce que nous allons faire demain. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour nos nouvelles chroniques.